Bonjour à toutes, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zineo. un magazine qui vous est proposé par les étudiants du Cercle Digital. Au sommaire, tout d'abord l'université Les Tanneurs qui a dit non à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ensuite, des mégots dans la rue, les Tourangeaux en croisent tous les jours, mais alors que faire? Notre dossier du jour s'intéressera à la place des fast-foods de notre ville de Tours. Ensuite, nous retournerons au Tanneur où la pièce Depuis l'aube questionne sur la violence faite aux femmes. Et enfin une page de sport avec l'expansion du club de football américain, les Pionniers de Touraine. Le 19 novembre, le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé dans le cadre d'un plan baptisé Choose France la hausse des droits de scolarité pour les étudiants étrangers extra-européens. L'université de Tours a refusé cette annonce. Clémence Dosque est allée sur place pour enquêter. Pour l'université de Tours, c'est non. Non à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires. Son président, Philippe Vandrix, a déjà fait connaître sa position dans une tribune du journal Le Monde. Je m'oppose à la mise en œuvre. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une réflexion approfondie sur la façon dont nous pouvons tarifer nos formations pour des étudiants extracommunautaires. Quelle est la finalité ? Est-ce que c'est pour rentrer plus de moyens dans l'université ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de regarder ça sur le plan budgétaire ? Selon Philippe Vandrix, le projet n'aurait qu'un faible impact sur le budget de l'université. De leur côté, les étudiants étrangers font part de leur inquiétude lors de l'Assemblée générale organisée par le syndicat Solidaire étudiant. Pour eux, la licence passerait à 2 770 € au lieu de 170. Quant au master et au doctorat, il passerait de 243 et 380 € à 3 770 € l'année. La hausse des frais d'inscription, pour beaucoup d'entre nous, ce serait juste la fin des études en fait. Pour Solidaire étudiant, cette annonce serait précarisante et discriminante si elle était mise en place. La situation des étudiants étrangers, elle est pitoyable. Ils ne peuvent pas travailler 35 heures, c'est dans la loi, et du coup ils cumulent 2-3 emplois pour pouvoir se payer le loyer, etc. En attendant une garantie solide de l'université et un abandon définitif du projet par l'État, le syndicat commence à s'organiser et appelle à la mobilisation. Dans le contexte qu'on a, les gilets jaunes et tout, si jamais on se mobilise bien, ça va marcher. Une convergence des luttes avec les gilets jaunes et lycéens est discutée, à l'image de ce qui a déjà été fait lors de la grève générale du 5 février, où CGT, étudiants, professeurs ou encore gilets jaunes ont manifesté ensemble. Reste à faire entendre ce message dans la multiplicité des revendications actuelles. La propreté dans les rues de Tours n'est pas au beau fixe. Margot Gac est allée rencontrer ceux qui mettent en place des initiatives pour lutter contre ces saletés et notamment celle des mégots. Des mégots, au pied des arbres, dans les caniveaux, bref, partout dans la rue. Comme beaucoup de villes françaises, Tours fait face à un problème de pollution qui interpelle les habitants. On trouve partout des mégots sur les trottoirs, dans les caniveaux, mais ça vient aussi de l'incivilité des gens parce que j'ai vu notamment quelqu'un qui jetait sa cigarette par terre alors qu'il y avait une poubelle à 2 mètres. J'ai lu un truc ce midi avec ma femme, la région Val-de-Loire n'est pas très bien classée au niveau du déchet au kilomètre carré au niveau des routes ou quoi. Donc il y a pour moi beaucoup de choses à faire. Si la ville a commencé à se pencher sur le problème avec la Brigade verte, l'enjeu reste de taille. C'est pourquoi d'autres organisations comme la Jeune Chambre économique de Tours étudient également le problème. Jeter son mégot par terre, c'est un geste banal, mais c'est extrêmement polluant. Un mégot, ça pèse 0,17 grammes, mais ça contient 4000 substances toxiques. Et chaque mégot peut polluer environ 500 litres d'eau. L'organisation révèle que ce sont près de 6 tonnes de mégots par an qui sont jetés dans les rues tourangelles et qui finissent inévitablement dans la Loire, puis dans la mer. Épaulé de 3 autres membres, Frédéric lance donc une action zéro mégot à Tours. Les fumeurs ne font pas exprès, c'est pas que ça les amuse de jeter leurs mégots par terre, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les moyens, il n'y a pas forcément d'outils mis à leur disposition pour collecter leurs mégots. Donc l'idée de notre association, c'est de mettre en place des solutions avec des entreprises ou avec des institutionnels pour permettre aux fumeurs d'avoir par exemple des cendriers de poche, mais aussi des cendriers sur la voie publique. Et surtout, lancer un vaste programme de sensibilisation et de recyclage. Une initiative qui n'en est qu'à ses débuts et qui fera bientôt appel à la bonne volonté des entreprises et des institutions pour lutter contre les mégots à Tours.
Une étude récente place la ville de Tours à la 3e place du podium des villes les plus touchées par la malbouffe. Comment ces habitudes alimentaires se sont imposées dans notre quotidien? Une enquête réalisée par Emma Marie et Clément Rognier. Tours, ses ruelles pavées, ses restaurants gastronomiques et ses fast-foods. Rien qu'en 2018, la ville compte 49 établissements de restauration rapide en plus et seulement 26 restaurants traditionnels. Un paradoxe pour la Cité internationale de la gastronomie qui lui vaut d'être classée 3e ville de France touchée par la malbouffe, selon une étude réalisée par MyPharma. On n'a pas tout le temps de manger correctement, surtout les étudiants avec qui ont des emplois du temps assez resserrés. Donc personnellement, je vois pas le mal. Après, c'est à nous de savoir faire la part des choses et de réguler notre consommation. On va aller en manger un et après on s'en va prendre notre bus et on sait qu'on sera pas en retard. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut emporter. J'avoue que moi ça me fait un petit peu pincement au cœur, oui, pour la jeunesse. Les traditions se perdent, les gens ne prennent plus le plaisir de cuisiner. Mais bon, il faut aller avec le temps, on n'a pas le choix. Les restaurants, c'est pas toujours accessible. Donc oui, peut-être que ça incite à mal manger. Après, peut-être que si les fast-foods remettent en question leur manière de faire, peut-être que ça peut changer les choses aussi dans ce sens-là. Pizza, burgers, tacos, ils sont à chaque coin de rue et influencent de mauvaises habitudes alimentaires qui inquiète la nutritionniste Sandra Bélanger-Rétif. Cette façon de s'alimenter ne remplit pas la fonction nutritionnelle, donc derrière, c'est du capital santé qui s'en va, c'est du curatif derrière. On a besoin de mastiquer, de digérer les aliments. Et ces aliments qui sont proposés dans les fast-foods ont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un index glycémique élevé. Ça veut dire que les nutriments, ils sont redistribués très très rapidement aux différentes fonctions. Et comme en face, l'individu a plus forcément la contraction musculaire, l'activité physique qui permet d'utiliser ces nutriments, qui sont apportés très très rapidement, eh bien, nutritionnellement, ça ne va pas. À l'atelier gourmand, ça fait 26 ans que l'on mange en prenant son temps, une pratique mise à mal par des mauvais réflexes influés par la restauration rapide. C'est nouveau, on a une clientèle qui nous dit « voilà là, oh là là, on a 45 minutes pour manger ». Alors moi je dis oui, c'est possible si vous nous prenez un foie gras maison à la fleur de sel, on coupe 2 tranches de foie gras, vous les avez dans les 45 minutes, votre verre de moelleux, tout va bien. Si vous faites entrée, plat, dessert, une côte de veau par exemple, voilà, ça demande du temps. David Bironneau est un véritable amoureux de la cuisine traditionnelle de grand-mère. Pour autant, il ne s'oppose pas au développement des fast-foods. Je pense que c'est le futur. J'aimerais pas que ça le soit complètement, puisque moi je vous dis, à base de restauration traditionnelle, je tiens à cette restauration-là. Et en légumes de moment, vous en avez 3, fondu de poireaux, carottes et navets en fonction de saison. Mais le fast-food est-il forcément synonyme de malbouffe? Certains, comme Ball & Roll, tentent de réconcilier la rapidité avec le manger bon et le manger sain. Ici, tu vas manger bien. Quand on dit bien, c'est avec un grand B, bien sûr. Bien pour ta santé, bien gustativement, bien pour l'environnement. Et ça, tu ne le trouveras pas dans des restaurations rapides. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas... on a juste pris, nous, comme lui nous disait, la distribution de restauration rapide, mais les restes, c'est des produits de qualité, donc ça n'a rien à voir avec le fast-food. Des produits frais, de saison et locaux, dans un plat à moins de 10 €. C'est la formule gagnante du fast-food de demain, un fast-food qui se soucie des défis générationnels. Nous, notre concept, justement, c'est en face avec sa génération aussi d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui et surtout demain, donc les gens, ils cherchent de plus en plus prendre soin de leur alimentation, manger et consommer local et raisonnable et éthique. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à Tours. La restauration rapide s'implante dans nos vies quotidiennes et devient un mode de consommation privilégié. Certains l'ont compris et souhaitent allier rapidité et qualité pour que le fast-food devienne fast-good. C'est un spectacle riche en émotions qu'ont pu découvrir les Tourangeaux à l'Université des Tanneurs. Mardi 6 février se tenait la représentation de Depuis l'aube, une pièce de théâtre concernant la violence faite aux femmes en collaboration avec le service santé de l'université. Un reportage en coulisses de Vivien Picoulot. 15h30. 5 heures avant la représentation, l'équipe technique finit les installations du décor. Ce soir-là, plus de 300 personnes sont attendues, dans une grande majorité d'étudiants.
La pièce raconte des histoires de femmes entre violence, plaisir et désir. L'espèce humaine comptait 3 genres, et non 2 comme aujourd'hui. C'est un spectacle qui nous a semblé très proche des préoccupations de la jeunesse actuelle et même des préoccupations féminines, que ça nous a parlé au moment où on entendait MeToo. Voilà, il y a eu une résonance par rapport à ce spectacle. Il y a un engouement, je pense que le titre du spectacle n'y est pas pour rien. Depuis l'Odo-Clitoris, ça interpelle. Donc les étudiants ont très bien répondu à l'appel et on attend une grosse salle ce soir. Donc il y a un engouement autour de ce spectacle. Cette pièce déjantée nous marque par les violences qu'elle dénonce. On y parle viol, excision et pression psychologique, mais aussi de désir et d'acceptation de soi. Ce trio d'acteurs nous fait plonger dans un univers créatif qui mêle témoignages, danse, musique et chansons. Ce spectacle engagé mène à une réflexion sur les comportements de notre société et nous choque par sa justesse. Alors ce projet, c'est donc mon premier projet d'écriture et aussi mon premier projet de mise en scène. Donc c'est un spectacle particulièrement cher à mon cœur. Et on va dire que ce projet, il est venu d'un reportage que j'ai vu en 2013. Reportage d'une jeune femme belge qui avait caché dans son sac une caméra l'espace d'une journée entière, donc en se baladant dans Bruxelles centre-ville, pour témoigner ou révéler ou dévoiler au monde la façon dont les femmes pouvaient se faire insulter ou siffler ou regarder dans la rue. J'avais bien conscience que les thématiques que j'abordais, elles étaient très violentes. Et je me suis tout de suite demandé comment j'allais pouvoir faire du théâtre de ces situations qui étaient si dérangeantes. Enfin, donc j'avais pas du tout envie dans mon spectacle qu'on se dise que c'était un spectacle contre les hommes, que c'était un spectacle de femmes, entre femmes, pour des femmes. Je me suis dit que c'était important qu'on prenne la parole ensemble. Voilà, que ce soit quelque chose qu'on fasse ensemble, avec les uns, avec les autres. Qu'est-ce qu'il fixe comme ça? Il marque mes seins, pourtant ils sont pas gros, je vous assure, voilà qu'il regarde ma cuisse maintenant. Il descend progressivement le long de ma jambe. Ah, il s'arrête sur mes pieds, peut-être qu'il regarde mes chaussures. Lionel, par exemple, un de mes acteurs, prend en charge le récit d'une agression. Je pense que ça décale le récit. Si c'est moi, ça me victimise. Si c'est lui, peut-être que ça rend audible toute cette violence-là et qu'on l'entend d'autant mieux. Je crois que l'humour, c'est la plus belle arme. Je pense que soit je criais ma colère, ou soit je faisais un pas de côté et puis je décidais de montrer à quel point il y a des choses qui sont absurdes. Je pense vraiment que c'est une très belle arme, l'humour, que ça désamorce beaucoup de choses et qu'en fait, ça rend audible l'inaudible aussi, que ça permet de dire tout. On peut tout dire, mais les gens, ils l'entendent quand même. Et ils l'entendent peut-être mieux que si j'étais le poing levé en colère. Et comme espéré, les étudiants ont répondu en nombre à l'appel du théâtre et ont pu débattre à la fin de la pièce avec les comédiens sur ce sujet capital. Ce dimanche avait lieu le Super Bowl aux États-Unis et comme vous le savez peut-être, le football américain est en plein développement en France et notamment dans notre ville de Tours. Axel Verne est allé rencontrer les dirigeants des Pionniers de Touraine qui existent depuis déjà plus de 35 ans. Le football américain fait de plus en plus d'adeptes en France. À Tours, depuis 35 ans, les Pionniers de Touraine sont passés à l'heure américaine dans une ambiance conviviale. D'abord, je connaissais pas, j'ai vu ça à la télé, j'ai trouvé ça spectaculaire, je me suis dit il y a du contact, ça peut être sympa. Et j'ai surtout vu, comme on voit, un esprit un peu famille. Le club compte 400 adhérents, ce n'est pas rien, mais on est encore loin du foot et de ses 17 000 licenciés en Touraine. Dans l'imaginaire collectif, le football américain reste davantage associé aux séries télévisées de notre enfance. On a tous été un peu biberonnés aux séries américaines où il y avait le quarterback, enfin ces trucs qu'on connaît, la balle qui est lancée très loin, qui est catchée. On a moins la culture sportive américaine, ça c'est sûr. Malgré cette différence culturelle, la ville de Tours a vu un réel potentiel dans ce sport. Elle essaie d'aider le club depuis ses débuts. C'est un club qui est dynamique, qu'il a fallu accompagner, je l'ai fait au moment de la ville, par le soutien financier évidemment de la ville et puis le soutien financier aussi de certains matériels dont ils avaient besoin. Entre 2014 et au moins 2018 ou 2019 maintenant, ils ont vu régulièrement leurs subventions augmenter au fur et à mesure de leur développement sportif. Il faut surtout les accompagner en termes de structure et en termes de visibilité, mais ça ce n'est pas qu'aux collectivités à faire le travail que doit faire leur fédération et eux-mêmes sur la médiatisation de leur sport. Et je sais que c'est compliqué. Le plus grand événement de football américain de l'année, le Super Bowl, a rassemblé plus de 500 000 téléspectateurs en France. Mais un gros travail reste à faire pour attirer les plus jeunes. C'est via les réseaux sociaux que les clubs tentent aujourd'hui de susciter de nouvelles passions, tout en mettant un point d'honneur
à s'ouvrir à la mixité. On avait des filles qui étaient intéressées, donc femmes de joueurs, sœurs de joueurs ou filles de joueurs. Et donc on les voyait surtout sur les bords de terrain, à jouer au ballon, à vouloir se rentrer dedans ou autre. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre en place une équipe féminine. Et voilà, donc ça a commencé comme ça un petit peu partout dans les différents clubs de France et de Navarre. En attendant d'être sous le feu des projecteurs, les pionniers de Touraine continuent d'écrire leur propre histoire à l'américaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Zineo.